c'est parti. Bonjour Hendrik. Bonjour Vincent. Bonjour, je suis très heureux de te recevoir pour cet entretien aujourd'hui. On se suit depuis un petit moment à travers les différentes formations que l'on peut faire, les différentes publications que l'on fait. Et j'avais très envie en fait de partager avec toi et faire plus ample connaissance sur les charges émotionnelles que tu as pu vivre, ces charges émotionnelles que tu as pu vivre au niveau professionnel en accompagnant des gens, mais également peut-être au niveau privé. Et peut-être, je sais que tu es sportif et montagnard, il y a peut-être aussi des charges émotionnelles à ce niveau-là qui sont plus peut-être de l'ordre du défi. Et tout ça m'intéressait un peu de voir comment tu avais géré ces stress, ces émotions, si tu avais eu des outils dès le départ ou si tu étais allé chercher ces outils et, et puis comment tu t'en étais débrouillé dans ton exercice, tes différents exercices professionnels, privés et sportifs. Voilà. Je vais commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, tu es fondateur d'Helios Institut, formateur coach certifié. Tu es consultant, conférencier universitaire et institutionnel. Oui. Tu es dirigeant, fondateur et évidemment d'Helios Institut, responsable pédagogique et éthique. Tu es créateur du cursus de formation Les Héliades. Tout à fait. Tu es membre de conseil stratégique d'entreprise. Tes domaines de compétences, c'est le coaching individuel, le team coaching en entreprise, le consulting en management du changement des organisations, la formation en intelligence collective et relationnelle, et la supervision de consultants ou de coachs, de l'accompagnement dans leur pratique professionnelle. Voilà. Est-ce que et puis on peut te voir, on peut te visiter ton site qui est www.helios-institut.com, je crois. Oui, tout Voilà. à fait. On peut te voir aussi sur LinkedIn et sur Facebook. Évidemment. Ceux qui auront envie d'aller voir un peu plus loin ce que tu fais. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses à la présentation que j'ai faite? Elle est très bien faite. Si ce n'est qu'aujourd'hui, en plus, je manage une petite équipe de coachs indépendants, pardon, et notamment pour pouvoir intervenir à plusieurs dans des entreprises ou des organisations où quand l'objectif nous impose d'arriver à plusieurs niveaux de l'entreprise et qu'un coach seul ne pourrait faire ce travail. Donc, j'ai créé une petite équipe comme ça informelle, mais en tout cas liée par contrat. D'accord. Et je manage cette équipe et c'est très intéressant. Donc, tu as créé un petit team Un cabinet, de l'Helios coordinateurs de Team. cabinet, d'accord, pour gérer les entreprises à éventuellement y aller à plusieurs, à C'est deux, trois. exactement ça. Et notamment avec l'investigation appréciative, Ouais. cette technique d'intelligence collective pour accompagner le changement. Et les grosses organisations aujourd'hui, au-delà d'une centaine de salariés, ça nous impose d'y aller à plusieurs. Et j'ai créé un team pour cela. Ouais, ok. Je comprends très bien parce qu'à partir d'un certain nombre de personnes qu'on a coachées dans l'entreprise, ça peut devenir très compliqué. Et effectivement, d'avoir une équipe qu'on a formée et qu'on connaît bien, c'est toujours, et même s'il y a une complicité en plus, ça permet de bien rebondir et de pouvoir faire de belles choses. Ouais. Très bien. Je vais te poser la première question, si tu veux bien. Est-ce que tu peux me raconter en quelques phrases les étapes importantes que tu as dû franchir pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Parce que ça peut se faire en une fois, cette chose-là. En faisant de manière très courte, et c'est une question à laquelle je ne réponds pas régulièrement, donc je te remercie de la poser. Oui, c'est de vivre une vraie transition interne. Pour devenir formateur et coach, il y a 10 ans, et quand je te dis 10 ans, c'est demain. La date anniversaire, c'est demain. Helios est né un 15 septembre 2010. C'est de vivre une transition intérieure en termes de posture.
commerciale, mais peut-être relationnelle aussi et humaine. Et je crois que ça a été un de mes plus grands défis. Je venais d'un milieu du consulting, mais lié à l'image, à la photographie, au reportage, où le héros de mon histoire, l'acteur de mes relations, c'était l'autre. Mhm. J'étais bien souvent celui qui récoltait l'information et qui la transmettait en étant juste un vecteur, alors que je suis devenu quelqu'un qui génère l'information, beaucoup plus D'accord. aujourd'hui. Voilà. Et, Ok. et devenir plus acteur m'a demandé donc, pour devenir un consultant, à un moment donné, de changer plus à l'intérieur de moi la position que j'avais, sûrement vis-à-vis de moi-même, Mhm. vis-à-vis des autres, c'est sûr, et maintenant je le sais parce que je suis formé pour le comprendre, vis-à-vis du monde, tout simplement, ma capacité à comprendre le monde, chose qu'à l'époque je n'avais même pas conscience. Mhm. Voilà. D'accord. Donc effectivement, ça a dû générer quelques émotions et états internes qui vont jusqu'à le manque d'estime de soi, un besoin de confiance consolidé, une crédibilité qui passait peut-être par une autre façon de me présenter aux autres, Mhm. d'écouter les autres aussi certainement. Ce que je suis devenu pour accompagner les autres, j'en étais le témoin moi-même. D'accord. Voilà, si je peux un peu. J'ai été le miroir avant de Oui, mes clients d'aujourd'hui. d'accord. Ok, très bien. Et est-ce que te définirais une mission aujourd'hui? Oui, déjà parce que elle est une de mes affirmations, et puis elle décrit quand même ce que je souhaite de ma vie et de ma mission, oui, bah, de ma mission sur la Terre. Valoriser, accompagner, développer le capital humain. Le capital humain, c'est son potentiel individuel, c'est sa contribution à l'univers, c'est son chemin et son parcours de vie. Donc valoriser le capital humain individuellement, puis Mhm. peut-être faire le lien tout simplement entre qui il est et ce qu'il fait, ce capital humain. D'accord. Pour être plus simple, j'ai une vraie mission, c'est de relier le faire et le être, Mhm. de redonner du sens, que ce soit organisationnel, collectif, individuel. Donc, pour des résultats, j'allais dire collectifs, mais la ressource est bien individuelle, dans les entreprises notamment. Mhm. Voilà. Ok. Tu as eu des influenceurs, des impulsions, des rencontres qui ont entraîné ce changement, ce déclic et qui t'ont permis d'évoluer pour arriver aux enseignements que tu développes actuellement? Oui, historiquement pas. Dans l'enfance déjà, tous les héros, qu'ils soient de bande dessinée, de science-fiction, de séries télévisuelles ou tout simplement des vrais héros dans la vie, des découvreurs, des explorateurs, vivants ou morts, m'ont déjà un peu tous inspiré. Il y avait quelque chose dans le voyage, dans l'inconnu, dans la recherche d'exploits ou dans le témoignage un peu décalé, original qu'il nous ramenait. Alors, Christian Zuber, qui était journaliste sur France 2 et qui partait en Afrique pendant un mois, mais Mike Horn avec ses premiers livres, Ouais. et puis, des célèbres penseurs ou des écrivains qui sortaient un petit peu du lot pour m'amener vers Deepak Chopra, Mhm. qui, je pense, sans faire vraiment du développement personnel, lui, en tout cas, m'a permis de faire du développement personnel. D'accord. Tous ces hommes de lettres qui savent dire avant, qui Mhm. savent montrer une voie de manière simple, même Jacques Salomé, avec sa philosophie et son regard sur l'amour, qui m'aura amené aussi à me poser des questions sur soi-même, que j'ai rencontré d'ailleurs, Mhm. Jacques Salomé. C'était Bon, très intéressant sûrement comme rencontre. ouais, ouais, et d'une facilité, Ah et oui. d'une simplicité. Mais Mike Horn aussi, Mhm. quelqu'un d'une simplicité. Et puis, il y a des rencontres spirituelles. Alors, j'en parle parce que peut-être ça viendra un peu plus loin dans nos échanges,
Mais oui, l'éveil à la spiritualité à travers mes voyages, et qu'il soit un homme politique. Je pense aussi à des grands chefs cuisiniers, à des acteurs de cinéma. Il y a toujours derrière un fond spirituel, dans le sens mission, comme tu m'as demandé un petit peu il y a 5 minutes. Et ça a sûrement aidé à relativiser les fameux écueils, à les relativiser pour aller plus loin un jour. Voilà. Parce que eux aussi en ont connu des écueils. Mm. Et, et tant qu'on n'a pas passé un peu de temps avec ces gens-là ou dans leur intimité, on ne peut pas imaginer qu'ils soient aussi proches de nous, en fait, ou que nous, on soit aussi proches d'eux. Mm. Voilà. En fait, on rencontre tous des écueils et après, chacun va aller peut-être chercher des outils. Toi, tu avais déjà des outils, des techniques ou tu es allé les chercher, les puiser chez les autres ou déjà de manière innée, tu savais déjà te protéger, te défendre pour avancer. La question est bien amenée. Oui, je pense, Vincent, que j'avais quelque chose d'inné, que la pudeur de l'époque me faisait peut-être euh, me mettait à distance de la vie sociale, des choses que peut-être j'osais pas montrer ou en tout cas aborder. Mais cette prise de recul à l'intérieur de moi, c'est une prise de recul à l'intérieur, le mot est un peu étonnant, mais oui, dès l'âge de cette enfance préadolescence, entre 10 et 14 ans, j'avais cette capacité à aller parler aux arbres, Mm. à aller comprendre qu'un si un animal passait devant mes yeux, c'est qu'il y avait un message. Que les 2 heures que j'allais passer seul avant un rendez-vous de à peine 10 minutes, un quart d'heure, allait me faire du bien. Donc oui, ça, j'avais ces choses-là, mais je ne savais pas les expliquer. Mm. Et par la suite, les outils, moi, je n'aimais pas la lecture, par exemple. Il faut imaginer qu'à l'âge de 12-15 ans, je rejette les livres, les fameux romans qu'on nous impose dans nos années collège, hein, souviens-toi, ou les années lycée. Par contre, je vais avoir besoin de rencontres. Donc, à travers mes premières activités de photographe et de reportage, c'est peut-être aussi ça. Je vais remplir ce besoin inné d'aller chercher de l'inconnu. Un peu comme cet immense livre ouvert, cette plus grande banque de données qui est le monde, et que j'ai besoin de l'inconnu. Il va me rassurer. Quelque chose de nouveau va venir un peu s'intégrer, se rajouter, un peu comme une banque de données. Elle n'était pas imposée peut-être aussi par le système éducatif, culturel Mm. et de l'enseignement. Donc, ça veut dire que j'ai appris aussi à me faire confiance par des choses qui ne m'appartiennent encore pas. Ça, c'est des premières choses assez jeunes. D'accord. Et tu as rencontré des freins, tu en as encore, tu arrives à les dépister, à les identifier et à les travailler pour avancer. Alors oui, ils sont internes. Est-ce qu'ils sont, justement, est-ce qu'ils sont internes ou est-ce qu'ils sont Ouais. plutôt externes ou peut-être Oui, oui, deux? il faut être franc. Il faut être très humble d'ailleurs avec ça et même avoir de la gratitude sur ce que j'ai dû vivre à ce moment-là. Donc des émotions de dévalorisation, par exemple, de mésestime de moi, qui vont m'amener à vivre des défis, le sport. Et quand je parle de sport, je vais même parler d'activité sportive pour aller faire un premier Mont Blanc alors que j'ai jamais fait d'alpinisme, de me lancer un peu plus loin sur un défi dans les Himalayas. J'ai que 30, je sais plus, j'ai 38, 40 ans. Euh, et toujours aller chercher peut-être dans cet inconnu aussi une solution à ces émotions de manque d'estime, de peur peut-être, Mhm. parce qu'évidemment, on doit bien il faut la surmonter, cette peur physique, tangible. Euh, qui peut le plus, peut le moins. La peur du vide et de la mort étant dépassée, peut-être qu'on aura moins peur d'aller se présenter, changer de travail, dire je t'aime ou que sais-je. Mhm. Mais l'image, elle est là, la métaphore. Donc, me lancer des défis dans Ouais, l'action pour pouvoir pallier donc à ces lacunes, ces freins, tu disais. ouais. Est-ce que tu Euh, penses?
Oui. Est-ce que tu penses que de se lancer régulièrement des défis, même ne serait-ce que pour certaines personnes qui ont des difficultés sportives ou qui sont mal en point, se dire sportivement, se dire tiens, aujourd'hui je me lance dans un défi, je vais aller marcher 10 jours, 10 minutes pendant 7 jours. Est-ce que tu penses que de se lancer des petits défis comme ça ne peut que nous faire progresser et que quand on a atteint le défi, de s'en relancer en permanence, on va aller vers un progrès continuel. Tu l'as bien expliqué. Oui, par expérience maintenant, je le sais. C'est bien qu'il y ait un sens et quand même un objectif à ce défi. Mhm. Le défi ne doit pas être qu'un pis-aller, en tout cas, quelque chose qui viendrait remplir une fierté ou un besoin de reconnaissance de soi-même qui serait trop limité. C'est-à-dire que ce défi, tu l'as dit, il doit y avoir un bénéfice, quelque chose qui a été pratiquement un peu, de manière pratique, donc, qui a été voulu, qui a été affirmé et expliqué avant même le défi. Mais oui, perte de poids, rencontre de la personne qu'on recherche, transformer sa vie professionnelle. Oui, il y a des défis. Si le mot est trop fort, peut-être des challenges, Ouais. peut-être d'autres, mais la fameuse le concept du pas à pas qu'on connaît bien en PNL est pour moi, et ben voilà, notamment une des techniques qui Mhm. m'aura fait du bien. Et d'aller pas à pas changer des freins ou en tout cas des blocages qui étaient là depuis l'enfance et d'aller les chercher moi-même, pas à pas. Et une émotion notamment trop négative peut être elle aussi gérée par étapes pour pas non seulement quitter trop rapidement la fameuse zone de confort dans laquelle dont on vient pour aller vers une plus confortable pour ce qu'on veut faire. Mhm. D'accord. Oui, pour répondre à ta question. Et dans ces défis et pour avancer, est-ce que tu as eu des moments de découragement parce qu'on voit pour personnellement m'être lancé des défis et dire bon pendant 30 jours je vais faire ça et puis le 25e jour crac je fais pas le machin. Du coup, je retourne au point de départ zéro pour repartir pour 30 jours. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des découragements, de te dire jamais j'y arriverai, ou tu te dis eh ben, 25 jours c'est déjà ça, et si je repars à zéro, je vais faire peut-être 26, peut-être 27, et du coup ça va m'apporter encore plus. Est-ce que tu es dans cette optique-là ou tu as d'autres techniques, d'autres choses qui te sont Alors, propres? oui, j'ai un schéma de progression Ouais, qui a fait fi du temps. d'accord. Alors, un avantage ou un inconvénient, c'est mon mode de fonctionnement. Mhm. Le temps est une notion très relative et très personnelle, donc très subjective. Et la mienne, en tout cas, n'a pas de limite du temps. D'accord. Si, quand bien même j'ai un défi, et tiens, j'en ai un depuis 2 ans, enfin sur 2 années, 2019-2020, alors qu'il s'agit de quelque chose qui est à portée de main. C'est physique aussi, c'est là à portée de main ici sur le département sur les pays de Savoie, et c'est des choses que j'aurais pu faire pratiquement en un été. Mais peu importe si c'était 3 mois ou comme je suis en train de le finir là en 16 et 18 mois, euh, j'ai moins maintenant à mon âge de velléité à devoir prendre du temps pour atteindre le 28e ou 30e jour. Là, il s'agissait de faire des sommets, il y en avait 14. Et effectivement, même si sur ma liste, il y a encore un sommet à cocher, c'est moins grave. D'accord. Ça peut être des choses des fois beaucoup plus simples en termes des fois de prospection, de répondre à une demande de mail et être persuadé que je ne pourrais pas faire le mail ou de répondre à cette proposition le jour même du rendez-vous ou d'envoyer le mail. Et pourtant, si. Et pourtant, Mhm. si, j'ai bien réussi. Quand bien même ça fait 15 jours que je vois ce mail en attente, que je l'ai biffé non lu, si je dois attendre le matin du rendez-vous de 18 heures pour le faire, je le ferai parce que j'ai pris confiance en moi. D'accord.
Donc, c'est une histoire de temps chez moi. En fait, c'est une histoire de recul et en fait, le temps n'a pas Oui, d'importance dans le défi à partir du moment oui, où progressivement oui, tu arrives à ton objectif, l'objectif que tu aurais oui, pu te fixer. En fait, c'est pas un temps fixe comme on voit certains qui se oui, fixent des défis sur un certain nombre de jours c'est et ça, qui repartent systématiquement à zéro s'ils en loupent un. c'est Et, ça. du coup, c'est beaucoup moins contraignant Oui, et c'est peut-être beaucoup plus, je dirais, c'est peut-être, on est peut-être beaucoup plus à l'écoute de soi-même et de ses capacités et possibilités. bah, tu le dis bien. Oui, ça doit être ça. Oui, Mm. oui, ça doit être ça. Et D'accord. j'ai une capacité à intégrer même des temps de pause ou Mm. des temps alternatifs dans l'obtention d'un objectif. D'accord. La confiance qui m'a manqué en moi, non seulement maintenant, évidemment, je l'ai parce que j'ai suffisamment de... Tiens, c'est aussi une technique, ça, c'est de temps en temps se poser, de regarder derrière. Mm. Tu me demandais, est-ce qu'il y a eu un moment donné, tu avais des techniques? Oui, j'ai appris aussi à regarder derrière, à me féliciter, évidemment, on a appris à faire ça en PNL, mais notamment beaucoup avoir de la gratitude pour avoir eu le temps et l'opportunité de réaliser Mhm. des étapes déjà réalisées. Alors déjà ça, c'est des pauses. Pourquoi pas aussi donc avoir des temps alternatifs. Courir un seul lièvre, un seul objectif en mode challenge et défi peut fatiguer, user, jusqu'à un moment donné altérer notre propre jugement, notre propre capacité à régénérer des ressources pour avoir encore envie. Une motivation, c'est le mot qu'il faut lâcher. Les motivations et l'engagement doivent se nourrir au quotidien et sur un temps long. J'ai créé beaucoup d'entreprises. La dernière, on en a parlé, c'est ce cabinet de coaching. Effectivement, j'ai des plans annuels, j'ai des plans trimestriels qui sont souvent liés au contexte de nos métiers, puisqu'il s'agit Mhm. de plans de formation, de programmes, d'accompagnement. Je suis beaucoup plus détendu sur le calendrier et la façon dont ça se construit, parce que j'ai d'autres choses à construire entre-temps. C'est D'accord. plusieurs calendriers, plusieurs challenges qui Qui se s'additionnent superposent, les uns. qui s'additionnent. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que tu es de ceux qui ont un rituel quotidien pour pouvoir démarrer une journée ou au cours de la journée pour pouvoir se poser, se ressourcer? Est-ce que pour Oui, toi, oui. ça doit être quotidien ou est-ce que ça peut être fait Non, quand tu en ressens le besoin? alors non. J'ai pris l'habitude d'avoir des rituels quotidiens D'accord. et j'étais ce week-end chez une amie. Le rituel du yoga et des postures d'assouplissement du corps matinal a été repoussé au lendemain parce qu'on était chez des amis ce week-end. Par contre, je suis allé faire du sport quand même. Donc D'accord. oui, yoga quand même et lecture. Assez étonnamment, je suis revenu à la lecture depuis mes années de formation personnelle pour devenir moi-même formateur et l'écriture. Mhm. L'écriture comme un, comme Et toi? un exécutoire, euh, comme un inspirant, un soutien d'inspiration, euh, comme un miroir de moi-même. D'accord. Donc le yoga, par contre, les 10 minutes, c'est pas grand-chose, 10 minutes, un quart d'heure de yoga, si le temps me le permet, méditation tout de suite dans la foulée, le Mhm. matin, avant même de déjeuner, le petit déjeuner. Et puis lecture et écriture, D'accord. avec des carnets, voilà, beaucoup de carnets de route, des carnets de pensée, des carnets de conscience qui me suivent un peu partout. Je pars en vacances, il y a un crayon de papier dans le sac à dos avec un maillot de bain et des lunettes pour aller nager, mais il y a un petit calepin. Voilà. Ouais. Je vois qu'on a un peu sur certains points les mêmes choses. J'ai toujours un carnet de papier et des feutres partout. C'est très, très utile et très intéressant pour la suite. Et ton entourage, il prend une place importante dans ton développement. Ils participent ou bien
c'est vraiment quelque chose de personnel où tu as réussi à intégrer ton entourage dans ton développement et du coup, ça peut être familial ou comment ça se passe, comment tu l'as géré? Sûrement un de mes plus grands challenges, Ouais. c'est lui que la famille. J'imagine, Ouais, mais c'est pas pour rien que je te la pose. le plus grand des défis, toujours en conscience, c'est-à-dire toujours avec la mesure de ce que ça représente. Hmm. Déjà, il n'y a pas de. J'oublie pas que la famille est là, que mes proches, et avec une fidélité en amitié, en relation, qui émane de moi un peu comme un fondamental. Hendrik, on l'aime parce qu'il m'aime. Un peu comme ça. Vraiment, je donne, je contribue, je suis un vrai généreux. Euh, oui, peut-être je me suis défait un peu plus de leur regard, de mon entourage, Hmm. et je suis devenu plus doux de leurs émotions, plus D'accord. proche et plus doux. Ce qui m'aura fait peur quand j'avais 12-15 ans, les émotions, certaines émotions, aujourd'hui ne me font plus peur et au contraire, je veux bien les partager. Hmm. Et je retiendrai celles qui sont les plus néfastes pour la relation. Et au contraire, dans les comportements, celles et ceux donc, qui, à un moment donné, me passaient à côté parce qu'ils me paraissaient trop éloignés des miens, à croire que j'avais presque un côté asocial, est devenu tout l'inverse. C'est D'accord. tout l'inverse. Je te disais tout à l'heure que j'avais été énormément passif dans mes activités de photographe. Bon, à part faire des images, je suis dans l'action. Mais l'acteur est quand même celui qui est devant. Quand tu es journaliste, tu poses des questions, c'est quand même l'autre qui est acteur de sa vie et j'ai l'impression d'en être qu'un transmetteur. Et puis, je faisais de la communication graphique et de la communication d'entreprise. Je ne faisais que raconter ce que les entreprises faisaient, du verbe faire. Et j'étais tout le temps un peu quand même, oui, un peu inactif. Et non seulement je suis devenu acteur, mais en plus, je te le disais, je génère maintenant des actions. Et effectivement, c'est ça le grand changement. Donc, mon entourage aujourd'hui, il est inspirant. C'est un miroir de mon avenir. D'accord. Et je mesure, c'est le mot qui me vient, je jauge, je pèse, je mesure qui je suis en regardant mon entourage, D'accord. plus aujourd'hui. Voilà. Ok. Et je suis devenu un spécialiste de l'intelligence relationnelle Hmm. en formation et en communication. On a eu le temps d'en parler souvent. Ouais. Oui, ça me décrit, mais ça me décrit aussi ce que j'ai envie de transmettre aux autres. D'accord. Donc, c'est vraiment dans la transmission et dans le regard des autres que tu vois les progrès que tu as pu faire vis-à-vis Nous de... sommes des êtres grégaires, Vincent. On n'oubliera pas que seul, ça n'a aucune importance. Nous ne pouvons pas vivre sans l'autre. Et Complètement. quand on a la chance d'en avoir deux ou trois à la maison ou au travail ou dans son téléphone portable, ces autres-là, Hmm. c'est une partie de nous. Il ne Ouais, faut pas passer à côté. Voilà. complètement. Souvent, dans la gestion des émotions, on parle beaucoup de techniques quand on regarde, quand Ouais. on lit ou on regarde Mm. certaines vidéos, on parle beaucoup de techniques. Mais je me demandais s'il n'y avait pas des adaptations en fait, et des modifications à faire à un mode de vie pour pouvoir être mieux gérer ses émotions, ses stress. Et est-ce que tu penses que toi, tu as apporté justement cette modification à ce mode de vie, par exemple sur le plan sportif ou sur le plan alimentaire ou sur une hygiène de vie, tout ce Oui, 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 oui. Les fondamentaux basiques liés au corps, sur ce thème-là, corporel, j'écoute mon corps, je ne le mets plus dans le rouge. On a beau être sportif et aimer ça, il faut écouter ses articulations, le rythme du cœur, la couleur de notre peau quand on revient et qu'on monte à 2500 mètres d'altitude, et que si on a froid ou chaud, il y a sûrement quelque chose. Voilà, ça c'est la première chose. Je suis Hmm. beaucoup plus à l'écoute. Et encore, je dis beaucoup, je l'ai toujours été, mais encore plus en prenant de l'âge.
D'accord. donc aussi alimentaire et en sommeil. Voilà les trois besoins corporels que j'ai vraiment pris en compte, qui sont pour moi exactement la même nourriture. Enfin, c'est de la nourriture, mais ça fait comme du développement personnel, hein. Mieux dormir, mieux manger. En fait, c'est comme si il y avait des piliers et que Oui, ces piliers permettaient de créer une base et de monter. complètement. Celui-là, en tout cas, oui. Ouais. Tu parles d'outils, il y a tout le mental. Mm. Et sans rentrer dans les détails, mais oui, je viens d'une famille, une culture, une éducation rurale et qui avait tendance à se victimiser. Mm. Donc les sciences neurologiques, ou en tout cas les techniques comme la programmation neurolinguistique, m'ont appris aussi à me préparer ou en tout cas à modifier, à gérer un mental plus positif, adapté, avec des activations d'encre, par exemple, c'est-à-dire gérer des émotions qui ne sont pas du tout adaptées à ce qu'on va avoir besoin en fin d'après-midi, ou l'inverse, bien dormir positivement et ne pas se faire un souci pour le lendemain. J'en ai déjà parlé ici. Mm. Donc, en termes mental, le corps, le mental, et puis depuis peu, mais ça, c'est quelque chose qui ressort maintenant dans mes accompagnements, parce que Deepak Chopra, parce que je suis allé quand même en Inde, au Népal, j'ai eu la chance d'accompagner des, des lamas tibétains et d'avoir passé quelques semaines et quelques mois là-bas dans leur pays, d'avoir rencontré le Dalai Lama. Ça, c'est loin d'être anodin. Passer 2 jours et demi avec le Dalai Lama, une des rares fois, une des dernières fois qu'il est venu en Europe, en 2016. Mm. Je développe un art spirituel. Voilà. D'accord. C'est pas une pensée, c'est pas un culte, c'est un art spirituel qui est bien à moi, mais ça répond à ma mission de vie. Ça colmate peut-être ce que le reste du monde n'apporte encore pas. Et quand je dis le reste du monde, la société telle que nous la vivons en 2020. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme technique? Méditation pleine conscience. Mm. Voilà, c'est assez connu. J'ai c'est indispensable que je sois en contact avec la nature au moins 2 à 3 fois par semaine, par exemple. Le contact, c'est sentir l'humus d'un bois, c'est prendre des gouttes d'eau sur la tête, c'est d'être un peu chauffé par le soleil ou d'aller au lac, puisque j'ai la chance d'habiter près du lac d'Annecy. Mhm. Un contact avec la nature. Pour D'accord. ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est depuis que je suis gamin, ça. Mm. La nature est du coup un élément important pour toi. Oui, C'est oui, le retour aux sources. oui. Consolider ou renforcer D'accord. le lien primaire aussi de l'être humain, enfin de qui je suis. Euh, oui, puis peut-être aussi revenir à une forme de simplicité Mhm. dans nos mondes hyper cérébraux et toujours à la recherche du concept, Ouais. bah, celui que tu connais encore pas, que je vais essayer de te vendre, par exemple. Et non, je suis passé par là. On a les outils qu'il faut le jour où on en a besoin. Et je préférerais peut-être le vivre à plusieurs. Tiens. Ouais. Ça, c'est nouveau, c'est un scoop. Mais les choses les plus conceptuelles, je trouve que c'est plus sympa d'aller les vivre à plusieurs, les partager, alors que les choses les plus fondamentales, voilà, elles vont me nourrir de manière individuelle. D'accord. Ok. Je vais t'amener un peu dans cette période de la confinement, Oui, déconfinement. Ça nous amène à observer en fait qu'il y a des interactions entre surcharge mentale, stress, fatigue. Et pour toi, est-ce que ça permet de développer, est-ce que ça permet de développer de nouveaux concepts? Et est-ce que tu penses que nous aurions une autre manière d'accompagner les personnes ou de mieux les accompagner, ces personnes qui ont été impactées par cette période-là et qui sont toujours impactées, et on voit que plus les mois passent, mm, plus on s'éloigne du confinement, plus les gens réalisent ce qui s'est passé et sont de plus en plus impactés. C'est l'impression que j'ai moi en tant que thérapeute. Et, euh, et du coup, c'est les accompagner le mieux possible parce qu'il y a une crainte derrière. Et est-ce que tu penses qu'on aura que des choses vont naître de ça? euh,
Là, on passe en mode effectivement accompagnant. Le grand concept et donc gain, bénéfice, prise de conscience, qui me vient là maintenant et depuis 3 mois, c'est le mot résilience. Mm. Cette capacité, mais ce devoir, à un moment donné, de ne pas rester au fond de ce qu'on peut appeler une surcharge, que ce soit une peur, un manque de confiance, tout simplement des craintes, des doutes. Donc oui, aller chercher au fond de soi, faire une introspection peut-être, chose qu'on a dû faire nous aussi, hein, les accompagnants, je crois, gagner en humilité, peut-être aussi en écoute des autres. Et là, je parle en mode collectif. Je ne montre pas spécialement plus la société civile que la société des professionnels. On est tous là pour s'écouter. Et donc, ces grands moments de peur, de doute collectif, c'est un signal. Il y a quelque chose comme moi qui vient chercher plutôt du cycle. D'accord. Donc, je rassure tout le monde, non seulement ça fait du bien, c'est positif pour la raison que je viens d'expliquer. On va faire une introspection, on va chercher des options, un peu comme ce qu'on apprend en coaching, toi et moi, ce qu'on apprend à faire à nos clients. Oui, de les amener à évaluer le risque, les enjeux et de faire un choix. Parce qu'après résilience, même si on a fait de l'introspection, qu'on s'est rapproché des choses les plus simples, qu'on a un peu retrouvé notre tribu personnelle, professionnelle, familiale, enfin, on est quand même encore face à un choix, celui de se mettre en action. Et pour la première fois, peut-être aussi dans cet exemple-là, il n'est pas forcé. À ce moment-là, il n'était pas forcé. Il est bien du libre arbitre de chacun. Changer de travail, rester chez moi, porter ou pas un masque. Certains montrent la règle du jeu, mais c'est quand même de notre responsabilité là. Ouais. Et aujourd'hui, l'image, le miroir que ça nous renvoie, nous les professionnels, c'est un peu la même chose. Qui fait du coaching, je vais accompagner une grosse association d'accompagnants de services de soins à domicile. On est sur 80 personnes dans un siège social avec plusieurs associations et j'aurai 4 mois d'accompagnement. La toute première séance sera sur la perception de la résilience. Qu'est-ce que vous avez gagné? Par où vous êtes passé? Quelle décision avez-vous prise? Et si je la pose, c'est que je vais avoir besoin, moi aussi, peut-être, de transformer, d'adapter, de faire évoluer tout doucement, ce que j'ai très bien réussi en 2019 avec un autre organisme qui faisait la même chose, sauf que c'était dans le milieu du handicap. Et je veux savoir si je suis toujours légitime, si mes questions seront toujours adaptées. Donc, ça serait trop facile, en tout cas, de dire la société a changé, enfin, elle va se rapprocher du coaching et des accompagnants. Il faut que nous aussi, coachs, accompagnants, professionnels, consultants, thérapeutes, on se dise qu'est-ce que je peux faire changer pour aller encore plus proche d'eux. Ouais. Voilà. Je suis entièrement d'accord, et d'autant plus que cette fois-ci, on a quelque chose qui est de l'ordre de toute la Terre, quoi. C'est tout, il n'y a pas un pays qui a été touché, c'est vraiment quelque chose de très collectif. Et du coup, c'est peut-être d'aller chercher, nous, d'aller vers les autres et de encore nous reposer des questions, toujours les mêmes questions pour être plus performants auprès de ceux qui viennent nous chercher pour qu'on les accompagne. Avec toujours beaucoup d'humilité. Et toi, ça t'a impacté cette période-là? Et est-ce que tu as utilisé des choses particulières pour avoir moins d'impact ou avec ton rituel, tu as pu réussir à le vivre du mieux possible? Alors oui, j'ai été impacté quand même, de manière directe par tout simplement la nouvelle forme de travail, puisque j'avais un bureau, un cabinet, que du jour au lendemain, on s'est retrouvé quand même pendant 3 mois à travailler comme on est en train de le faire, en visioconférence, ou par téléphone. Mais c'est des choses qu'on avait déjà plus ou moins pratiquées, donc ça n'a pas été un grand chamboulement. Le retour, par contre, à la maison, les nouveaux modes de fonctionnement en famille, et ça, je ne suis pas le premier à l'avoir vécu, pardon. Oui, j'ai été impacté de cette manière plus directe.
Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Déjà, ne pas croire que ça changeait les résultats. Mm. C'est pas parce que le résultat, c'est quand même d'être auprès de nos clients, mais quand même, eux, ils respectent quand même un contrat. Et puis que si on avait un rythme, il peut être modifié, on peut l'assouplir, mais il y aura quand même un rythme. Et c'est-à-dire de les emmener toujours vers une finalité. D'accord. Ce fameux sens, je reste quand même quelqu'un de l'action, beaucoup dans Mm. l'action, et d'être dans ce mouvement. Peut-être même des fois un peu trop rapide. Donc ça aura pu être presque un peu mon défaut, c'est d'avoir très vite compris qu'il ne fallait pas changer trop et de Mm. vouloir aller un peu plus vite que ce que les gens D'accord. avaient prévu ou étaient capables de faire. Mm. Et puis après, l'utilisation des outils qu'on a aujourd'hui, ces abonnements, ces applications, je les maîtrisais déjà un peu à l'avance puisque j'ai travaillé en mode projet numérisé avec mes équipes, mon équipe Mm. de coach. Il a fallu digitaliser certains et numériser certains de nos documents pour les rendre accessibles. Donc, c'est des heures de travail très productives qu'on aime vivre avec des professionnels peut-être aussi un peu spécialistes. Donc là, oui, j'ai fait appel Mm. et j'ai eu des nouveaux fournisseurs, des choses un peu plus techniques. Mais pour le coup, je dis oui à ça. Euh, euh, Ma plus grande difficulté aura été d'attendre de la part des autres un fonctionnement ou un mode de transition aussi fluide que le mien. Ouais. Mais voilà, on n'est pas tous des professionnels de l'accompagnement du changement, on n'est pas tous passés par les étapes que, en tout cas, moi j'ai vécues, Mm. et il y a une frustration, une crispation entre professionnels notamment, moi avec les clients, qui ont été solidaires, qui ont fait corps. Je trouve que la société française, elle a fait corps autour de ces changements peut-être, et nous les professionnels, pas en marche pourtant, on a pourtant été bien acteurs, mais acteurs en regardant nos clients, en regardant nous, mais pas en se regardant nous, Mm. pas suffisamment. Et cette crispation, elle est venue de ça. Moi qui travaille avec le milieu des entreprises notamment, je vois bien qu'aujourd'hui, une grosse partie de mon chiffre d'affaires et de mes activités ont pu reprendre grâce aux particuliers en D'accord. premier lieu. Et Mm. c'est seulement là depuis maintenant un petit mois que les affaires professionnelles ont repris. Voilà, une petite crispation sur cette capacité à rebondir, la fameuse reliance, qui a été, je pense, un peu mieux vécue en termes d'individus et de particuliers que d'entreprises aujourd'hui, en tout cas d'organisation. Voilà, en termes d'actes. Ça ne veut pas dire que la prise de conscience n'est pas faite, mais en termes d'actes. Il y avait peut-être une peur de la part de ces professionnels, une peur de l'avenir et de ne pas savoir C'est comment sûr. réagir. C'est sûr. On, on s'est retrouvés entre nous d'ailleurs, et là ça va mieux. Là, depuis plusieurs semaines, ça y est, les professionnels commencent à s'accorder sur les raisons. Ouais. Peut-être aussi la parole. Il y a un double niveau chez l'être humain. Il y a celui qu'il a eu le temps de dire à son épouse, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, quand à un moment donné, on a pu aussi se retourner près de nos aînés. Ça, c'est tout le premier. Et on est allé se dire, on est allé se raconter, j'ai eu peur, je voulais pas que Et puis les enfants, et puis ma femme, si elle venait qu'à me quitter, et puis vous, si je pouvais plus vous voir, ou vous m'avez manqué. Toutes ces expressions-là du monde des particuliers a fait un bien fou, alors que dans le monde de l'entreprise, une pudeur, une crainte que ça soit utilisé, transformé, interprété, a Mhm. fait que cette parole-là, elle ne s'est pas tout de suite libérée. Alors c'est les mêmes personnages, hein, il s'agit bien d'un même acteur. Mais ce n'est pas le même milieu. Exactement, exactement. Et ce contexte-là, alors je lui en veux pas, j'ai bien compris ce qui s'est passé, mais Mhm. un peu de crispation quand même au départ. Et, euh, et, euh, et un réflexe à vouloir à un moment donné passer plus vite que l'acte de résilience est nécessaire. Ouais. C'est pour ça que la semaine prochaine, dans ma première séance, je vais leur faire cet acte de résilience collective. Voilà, Très bien. parce que j'ai compris ça. Très bien. Et si tu avais un rêve aujourd'hui, un rêve pour aller plus loin, ce serait lequel? Personnel,
personnel, professionnel. personnel ou professionnel, comme tu veux. Alors, j'aimerais une ligne valeur du capital humain soit ajoutée dans les bilans et les exercices comptables des entreprises. J'adorerais qu'on puisse évaluer. Évidemment, ça lancerait encore des compétitions sur bien, mais en tout cas qu'il y ait une grille d'évaluation en dehors de nos CV, de notre savoir-faire et de notre technicité professionnelle. On a une vraie valeur de résilience, d'amour, de savoir-être et de vie. Et le monde professionnel n'est qu'une expression professionnelle, technique de cette vie, et j'aimerais bien qu'on puisse l'évaluer, voilà, qu'elle puisse rentrer au capital d'une entreprise, qu'on puisse y une ligne réellement. C'est un beau rêve. Je ne sais pas s'il se réalisera, mais c'est un beau rêve. Non, Il faut toujours y travailler. Hein. tu m'as demandé un rêve, ouais, c'était très idéal. Ouais. Non, celui de toujours rencontrer en fait des gens inspirants. C'est pas des rêves, c'est des vrais objectifs. Tous les ans, je projette de rencontrer, de travailler aussi et d'échanger, de collaborer avec des personnes inspirantes. Voilà, parce que me donner l'envie d'avoir envie. Très bien. Un grand rêve. Plus matériellement, peut-être enfin écrire ce fameux livre qui dort dans les fichiers de mon ordinateur depuis si longtemps. Voilà. Et que ce livre soit inspirant pour d'autres. C'est tout ce que je te souhaite. On va arriver à la fin de l'interview. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur... Oui, et en même temps quoi? C'est un bel exercice que tu fais ici, Vincent. Il est aussi bon d'ailleurs pour celui qui l'entend que celui qui le fait. Et que on a cette immense chance quand même de pouvoir se poser des questions entre nous régulièrement. Oui. Et qu'effectivement, ce gros travail qui contribue aujourd'hui à accompagner les autres, c'est un juste retour d'échange, parce que si je donne, c'est sûrement que j'ai reçu. Et que si je devais quand même synthétiser et résumer ce qui nous permet d'être des professionnels de l'accompagnement, de l'écoute et de la contribution aux autres, c'est qu'à un moment donné, certains nous ont écoutés, nous ont accompagnés, en tout cas m'ont écouté, m'ont accompagné moi, et ont contribué, ont apporté, ont suggéré, ont inspiré. Et si je veux continuer à donner, à contribuer, à inspirer, je vais encore rencontrer des gens qui ressemblent à tous ces gens qui étaient déjà là avant et que je suis en train de devenir au quotidien. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas se passer de rencontres et de ce questionnement entre nous, entre chacun de nous, des personnes que l'on peut rencontrer au cours de la vie ou là comme là. Les questions que je te pose, je me les suis posées et moi, ça m'intéressait de voir comment chacun réagissait. Et je crois effectivement que les rencontres sont hyper importantes et très enrichissantes pour progresser et nous amener à mieux accompagner les personnes. En tout cas, je te remercie beaucoup de t'être prêté à l'exercice. C'était vraiment un grand plaisir pour moi que tu acceptes de participer et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Je ne sais pas où, à Annecy ou ailleurs, mais sûrement qu'on va encore se croiser. De la même manière qu'on se l'était dit à Paris, oui. Et qui nous a amené à nous croiser sur Annecy. Exactement. Et puis un jour, ça sera Genève ou à nouveau Paris ou que sais-je. Ça sera toujours avec un grand plaisir. Moi aussi. Vraiment, Vincent. Merci beaucoup.